Le cri déchirant d'un cheval déchira le silence de l'aube. Un son si désespéré qu'il vous ferait arrêter le cœur. Qu'est-ce qui pouvait provoquer une telle terreur chez une créature si noble? La réponse va vous surprendre et vous glacer. Le sang. Restez avec nous pour percer ce mystère et si cela vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires passionnantes comme celle-ci. Serait-il possible que la brume, dense et laiteuse comme un bouillon, primordiale, cache en son sein plus que le froid mordant de juin et l'odeur de terre mouillée? Pour Michel, la brume qui enveloppait le hameau brumeux, son refuge nouvellement adopté, semblait charrier des présages, des murmures d'un passé qu'il essayait d'oublier et d'un avenir incertain qui s'annonçait. Ce hennissement aigu de Tonnerre, son cheval Mangalarga Marchador alezane, n'avait pas été un appel ordinaire. C'était une alarme, un cri primal qui résonna dans la vallée endormie, pénétrant les murs de bois de la maison et se logeant directement dans l'âme de Michel. À 38 ans, il était un homme en reconstruction. L'architecture, son ancienne passion et profession à Paris, était devenue une source d'épuisement, un monstre affamé qu'il avait presque consumé. L'épuisement nerveux, ajouté à la perte récente et douloureuse de son père, figure centrale de sa vie, l'avait poussé dans ce coin oublié du monde, héritage familial qui représentait maintenant à la fois un sanctuaire et une prison auto-imposée. Ses yeux, généralement calmes et observateurs, portaient l'ombre de l'introspection et d'une tristesse persistante. La gentillesse qu'il témoignait aux animaux, en particulier à Tonnerre, était presque palpable, un contraste saisissant avec le scepticisme croissant qu'il nourrissait envers les êtres humains. Trouver un nouveau but, un nouveau sens pour combler le vide laissé par l'ancienne vie et l'absence paternelle, était sa quête silencieuse. La propriété rurale, avec ses pâturages verdoyants et ses forêts riveraines, était le théâtre de ce voyage. Tonnerre, plus qu'un animal, était un confident muet, une ancre dans sa mer d'incertitude. Le cheval, avec son imposante stature et sa loyauté instinctive, représentait une pureté que Michel sentait s'être perdue dans le monde des hommes. La propriété voisine, la ferme de l'eau trouble, était un sombre contraste à cette quête de paix. Elle appartenait à Valère Dubois, un homme d'affaires local dont la réputation était aussi trouble que les eaux de la rivière, qui donnait son nom à ses terres. Valère était un homme d'âge moyen, corpulent, avec un regard froid et calculateur, qui semblait tout évaluer en termes de profit ou de menace. Son arrogance était notoire, tout comme sa capacité à intimider. Le hennissement étrange de Tonnerre ce matin de juin fut le premier signe que la tranquillité du hameau brumeux était un calme armé, fragile comme du verre. Michel courut pieds nus sur l'herbe rosée jusqu'au pâturage. Il trouva Tonnerre tendu, les oreilles dressées, les narines dilatées, le corps vibrant comme une corde tendue, fixant la clôture de barbelés qui séparait les propriétés. Il n'y avait rien de visiblement anormal. Le soleil commençait à dissiper la brume, révélant le paysage familier, mais l'appréhension du cheval était contagieuse, un frisson qui remonta la colonne vertébrale de Michel. Il tenta de calmer l'animal, caressant son cou musclé, mais Tonnerre restait agité, les yeux fixés en direction de la ferme de Valère. C'est alors que Michel comprit. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était comme si Tonnerre détectait une menace spécifique, invisible, une émanation hostile venant de ses terres. Cette perception planta la première graine d'une inquiétude, qui ne ferait que croître. La brume matinale, auparavant un voile poétique, semblait maintenant cacher de réels dangers, et le silence de la vallée n'était plus synonyme de paix, mais d'une tension latente. Michel sentit le poids de la solitude de manière plus aiguë. Qui le croirait s'il disait que son cheval pressentait le mal? Dans les semaines qui suivirent, Michel tenta de dissiper la sensation de mauvais augure. Il attribua la réaction de Tonnerre à quelque animal sauvage, peut-être un pécari égaré ou un puma rôdant. Mais l'image du cheval en alerte maximale, le hennissement perçant, persistait dans son esprit comme un écho. Le début de juillet apporta des jours plus ensoleillés, mais l'ombre de la ferme de l'eau trouble planait, invisible et oppressante. Un après-midi, alors qu'il chevauchait avec Tonnerre le long de la limite, Michel fut témoin d'une scène qui confirma ses craintes latentes. Valère Dubois, monté sur un cheval sombre et robuste,
parcourait ces terres. Soudain, il s'arrêta et, avec une brutalité choquante, tira excessivement fort sur les rênes de son animal, accompagnant le geste d'un cri rauque. Le cheval de Valère se cabra, clairement effrayé et douloureux. La cruauté gratuite du geste, la manière dont Valère semblait tirer plaisir de la soumission de l'animal, dégoûta Michel. Tonnerre, à ses côtés, s'arrêta, hennissant bas un son de protestation et de malaise. Cet incident, apparemment mineur, fut un tournant subtil, mais significatif. L'inquiétude de Michel se transforma en une aversion palpable pour Valère. La menace que Tonnerre avait sentie semblait avoir un visage, et il était laid et cruel. Michel commença à observer plus attentivement les mouvements à la ferme voisine, ses oreilles plus attentives aux sons qui en provenaient. La solitude de Michel était un animal farouche, qui se recroquevillait au moindre signe d'approche, mais la préoccupation pour le bien-être de ses propres animaux, et maintenant pour ce qui se passait au-delà de la clôture, commençait à le pousser hors de sa coquille. Il se souvenait des histoires que son père racontait sur la région, sur les codes d'honneur non écrits entre les propriétaires ruraux, un respect mutuel pour la terre et les voisins. Valère semblait ignorer ou délibérément mépriser de tels codes. À la mi-juillet, un nouvel élément apparut au hameau brumeux. Une nuit, Michel entendit un aboiement faible, presque un gémissement, venant de près de la remise à outils. Avec une lampe de poche, il trouva un chien maigre, au pelage sombre et au regard effrayé, recroquevillé sous une étagère. C'était un chien bâtard, clairement maltraité, avec les côtes visibles et une blessure récente à la patte. Michel, malgré son scepticisme croissant envers les étrangers, même ceux à quatre pattes, ressentit une pointe de compassion. Il laissa un peu d'eau et des restes de nourriture, gardant ses distances. Les jours suivants, le chien resta à proximité, toujours méfiant, mais acceptant progressivement la nourriture. Michel le baptisa Étincelle, pour la lueur de vie qui brillait encore dans ses yeux souffrants. Tonnerre, étonnamment, sembla accepter le nouveau résident avec un calme curieux, comme s'il comprenait qu'Étincelle était aussi une âme en quête de refuge. L'arrivée d'Étincelle fut un tournant subtil, mais important. Prendre soin du chien blessé donna à Michel un objectif, une petite distraction de ses préoccupations concernant Valère et de sa propre mélancolie. Lentement, Étincelle commença à faire confiance, remuant timidement la queue quand Michel s'approchait, le suivant à une distance respectueuse lors de ses promenades dans la propriété rurale. La loyauté canine, pure et inconditionnelle, commença à réchauffer un coin oublié dans le cœur de Michel. À la fin de juillet, une odeur étrange commença à émaner du ruisseau qui serpentait à travers une partie du hameau brumeux, un ruisseau dont la source se trouvait sur les terres de la ferme de l'eau trouble. C'était une odeur chimique, âcre qui irritait les narines. Peu après, Michel trouva quelques poissons morts flottant à la surface, leurs ventres argentés tournés vers le ciel. Tonnerre, lorsqu'il fut emmené boire de l'eau là, refusa, flairant le courant avec méfiance. Étincelle, qui avait l'habitude de se rafraîchir dans le ruisseau, évitait aussi l'eau, grognant bas vers elle. Ce fut un tournant d'impact moyen. Les soupçons de Michel s'intensifièrent. Valère n'était pas seulement cruel avec ses animaux, il semblait empoisonner la terre. L'instinct de Tonnerre, la peur d'Étincelle, tout indiquait que quelque chose de néfaste se passait sur la propriété voisine. La tranquillité apparente de la campagne se désagrégeait, révélant une pourriture cachée. Michel ressentit un mélange de colère et d'impuissance. Son désir de paix était activement saboté. Il devait faire quelque chose. Mais quoi? Affronter Valère directement semblait risqué. L'homme était puissant et, Michel l'intuait, dangereux. Le bruissement des feuilles sèches sous ses bottes, pendant ses chevauchées avec Tonnerre, ne sonnait plus comme de la musique, mais comme le murmure de sombres secrets. La lumière du soleil, qui auparavant chauffait son visage et apportait une promesse de renouveau, semblait maintenant juste éclairer la menace croissante. La foi de Michel en un nouveau départ dans cet endroit était brutalement mise à l'épreuve. Août arriva avec ses jours secs et ses vents qui balayaient la vallée, charriant l'odeur persistante du ruisseau contaminé. Michel, de plus en plus inquiet, décida qu'il ne pouvait plus ignorer la situation. Armé d'un courage qu'il ne savait pas posséder, et avec l'image des poissons morts et la réticence de ces animaux à s'approcher de l'eau comme motivation,
Il chevaucha jusqu'au portail de la ferme de l'eau trouble. Valère le reçut sur la véranda de sa grande maison. Une imposante maisonnée, mais mal entretenue, qui semblait refléter l'âme de son propriétaire. Michel exposa ses préoccupations concernant le ruisseau, essayant de maintenir un ton neutre, mais ferme. Valère écouta avec un sourire moqueur aux lèvres. Il nia toute responsabilité, suggérant que Michel imaginait peut-être des choses, ou pire, qu'il était trop incompétent pour s'occuper de sa propre terre. Vos animaux sont malades. Peut-être que le problème, c'est vous, architecte de la grande ville, dit Valère, la voix chargée de mépris. Il termina la conversation par une menace voilée. « Occupe-toi de tes affaires, je m'occupe des miennes. Et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, ou tu pourrais le regretter. » Cette confrontation fut un tournant d'impact moyen. Michel retourna au hameau brumeux, le cœur lourd et la certitude que Valère était coupable et dangereux. La conversation, non seulement n'avait rien résolu, mais l'avait placé directement dans le collimateur du voisin. L'impuissance se transforma en une détermination froide. S'il ne pouvait pas compter sur la coopération de Valère, il devrait trouver un autre moyen de prouver ce qui se passait. Son objectif de protéger son foyer et ses animaux faisait face maintenant à un obstacle clair et intimidant. La solitude, auparavant une compagne mélancolique, devenait maintenant un fardeau. Il avait besoin d'aide, mais en qui avoir confiance? Le scepticisme envers les humains, planté par ses expériences en ville, fleurissait amèrement à la campagne. En septembre, les nuits devinrent plus froides. Michel, incapable de dormir, commença à faire des veilles nocturnes, observant la limite avec la ferme de l'eau trouble. Étincelle, maintenant son compagnon inséparable, restait à ses côtés, les oreilles attentives au moindre bruit. Une de ces nuits, sous la lumière pâle de la lune décroissante, Michel entendit le bruit étouffé d'un moteur de camion venant de la direction de la ferme de Valère, dans une zone de bois dense près du ruisseau. Le bruit était inhabituel pour 7 heures. Avec Étincelle trottant silencieusement à ses côtés, Michel s'approcha de la clôture autant qu'il put, se cachant parmi les arbres. Il parvint à apercevoir, au loin, des lumières de lampes de poche et la silhouette d'hommes déchargeant ce qui semblait être de grands fûts d'un camion. Il ne put voir les détails, mais la scène clandestine, au milieu de la nuit, confirma ses pires soupçons. Ce fut un tournant majeur. Valère n'était pas seulement négligent. Il était activement engagé dans une activité illégale, probablement le déversement de déchets toxiques. Le danger était bien plus grand que Michel ne l'avait imaginé. La tension au hameau brumeux devint presque palpable. Tonnerre s'agitait chaque fois qu'il sentait le vent venir de la direction de la ferme voisine. Et Étincelle grognait bas vers l'obscurité, comme s'il sentait la présence du mal. Michel commença à tout documenter ce qu'il voyait et entendait, date, heure, odeur, l'état du ruisseau. Il se sentait comme un détective amateur dans une intrigue dangereuse, où chaque petite découverte augmentait le risque. La quête d'un nouveau but prenait une tournure inattendue. Il se sentait contraint de lutter non seulement pour sa paix, mais pour l'intégrité de ce petit coin de terre qu'il avait appris à aimer. La mémoire de son père, un homme intègre et amoureux de la nature, le poussait. Il ne pouvait pas laisser Valère détruire cet héritage. La chaleur du soleil qui auparavant semblait brûler son chapeau pendant les travaux à la propriété rurale, semblait maintenant insuffisante pour dissiper le froid dans son âme. Un froid qui venait de la peur et de l'incertitude. L'espoir, cependant, résistait encore, nourri par la loyauté de Tonnerre et la présence constante d'Étincelle. En octobre, Michel décida de chercher de l'aide. Il se souvint de Monsieur Jean, un vieux résident de la région, connu pour sa sagesse et sa connaissance des histoires locales. Son père l'avait mentionné quelquefois avec respect. Michel le trouva dans sa petite maison, un simple mais accueillant ranch, entouré d'un verger bien entretenu. Il lui raconta ses soupçons, montrant ses notes. Monsieur Jean écouta attentivement, fumant sa pipe en paille, les yeux expérimentés fixés sur Michel. Le vieil homme ne sembla pas surpris. Il parla de la cupidité de Valère, d'autres incidents suspects dans le passé, des rumeurs qui n'avaient jamais été prouvées. Il mentionna un code d'honneur entre les anciens propriétaires, un respect pour la terre et les voisins que Valère semblait être venu pour briser.
Ce genre de personne ne respecte rien, mon fils. Seulement l'argent et le pouvoir, dit Monsieur Jean, la voix grave. Puis, il se leva et, d'une vieille malle en bois, sortit une carte jaunie de la région, beaucoup plus détaillée que les cartes modernes. Il montra à Michel d'anciennes pistes, presque oubliées, qui traversèrent les bois et pouvaient amener à des points d'observation discrets de la ferme de l'eau trouble. Utilise-le avec prudence. Et souviens-toi, la vérité a son prix, conseilla le vieil homme. La conversation avec Monsieur Jean et la carte furent un tournant d'impact moyen. Michel n'était plus complètement seul. Il avait gagné un allié discret et un outil précieux. La foi de Michel en la justice, qui avait vacillé, reçut un petit souffle de vie. Il sentit que la lumière, aussi faible soit-elle, pouvait encore percer l'obscurité. Début novembre, la tragédie faillit s'abattre sur le hameau brumeux. Tonnerre, après avoir bu de l'eau d'une flaque qui s'était formée près de la clôture, où l'eau du ruisseau contaminé débordait parfois après de fortes pluies, tomba gravement malade. Le cheval devint apathique, refusant de manger, avec des tremblements et une forte fièvre. Michel, désespéré, appela le vétérinaire du village voisin. Le diagnostic fut sombre, intoxication. Le vétérinaire ne put affirmer la cause exacte sans analyse complexe. Mais les soupçons retombèrent sur l'eau contaminée. Pendant des jours, Michel s'occupa de Tonnerre avec un dévouement total, passant des nuits blanches aux côtés de l'animal, appliquant des médicaments, essayant de le réconforter. Étincelle ne le quittait pas, couché aux pieds de Michel, comme s'il partageait son angoisse. Voir Tonnerre, son imposant et loyal compagnon, réduit à un état de fragilité extrême, fut un coup dévastateur pour Michel. Ce fut un tournant majeur. La menace de Valère avait cessé d'être abstraite pour devenir douloureusement personnelle. La colère et la détermination de Michel atteignirent un nouveau sommet. Il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas dénoncé Valère et ses activités criminelles. Le coût de sa quête de paix devenait trop élevé. La peur était une griffe froide serrant la poitrine de Michel, mais la vision de Tonnerre souffrant alluma en lui une fureur protectrice. Il utiliserait la carte de Monsieur Jean. Il obtiendrait les preuves, coûte que coûte. La lente et douloureuse convalescence de Tonnerre, au fil des semaines, servit de rappel constant de la cruauté de Valère et de l'urgence de la situation. Michel, maintenant animé par une juste fureur, intensifia ses investigations, utilisant les pistes indiquées sur la carte de Monsieur Jean, et toujours accompagné par Étincelle, dont les sens aiguisés étaient un système d'alerte précoce inestimable. Il commença à s'approcher davantage de la zone boisée, où il soupçonnait que le déversement illégal avait lieu. L'odeur de produits chimiques était plus forte là, et le sol semblait taché à certains endroits. Une nuit de mi-novembre, profitant de l'obscurité et d'une pluie fine qui étouffait les bruits, Michel et Étincelle se faufilèrent jusqu'à un point d'observation qui offrait une vue claire d'une clairière cachée à l'intérieur de la ferme de l'eau trouble. Ce qu'ils virent confirma leur pire crainte. Valère était là, supervisant 2 hommes de main qui déversaient le contenu de fût directement dans un fossé creusé dans la terre qui s'écoulerait clairement vers le ruisseau. Michel, le cœur battant la chamade, sortit son téléphone portable et commença à prendre des photos et à enregistrer des vidéos, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Il avait besoin de ces preuves. Soudain, l'un des hommes de main sembla entendre quelque chose. Michel se figea. L'homme commença à marcher dans sa direction, avec une lampe de poche puissante balayant l'obscurité. Michel était sur le point d'être découvert. C'est alors qu'Étincelle, percevant le danger imminent, agit par instinct. Le chien s'élança comme une flèche sombre contre l'homme de main le plus proche, mordant furieusement son mollet. L'homme hurla de douleur et de surprise, lâchant Michel pour tenter de se débarrasser du chien. Le second homme de main tenta de donner un coup de pied à Étincelle, mais le chien était trop agile, esquivant et attaquant à nouveau, maintenant en direction de Valère, qui avait reculé, effrayé. Les aboiements féroces d'Étincelle résonnaient dans le bois, un son de pure fureur protectrice. L'intervention d'Étincelle donna à Michel la précieuse seconde dont il avait besoin. Il retrouva son équilibre et, profitant de la confusion, tira un coup de fusil en l'air. Le coup résonna dans la nuit, un signal d'alarme que, il l'espérait, quelqu'un entendrait.
Valère, voyant que la situation avait échappé à son contrôle, et avec le son du coup de feu résonnant, hésita. Ce fut suffisant. Des lumières, de phares apparurent sur le chemin de terre qui menait à la propriété rurale. C'étaient les voitures de la police de l'environnement et de la police judiciaire, accompagnées de Monsieur Jean, qui, pressentant le danger, avait contacté les autorités et insisté pour qu'elles agissent cette nuit-là, utilisant les copies des preuves que Michel lui avait données. Valère et ses complices, pris en flagrant délit, avec les fûts toxiques et maintenant la tentative d'agression sur Michel, n'eurent aucune échappatoire. Ils furent arrêtés sur place, sous les arbres qui avaient été témoins de leur crime. La tension se dissipa lentement, remplacée par un soulagement épuisé. Michel s'agenouilla et serra Étincelle dans ses bras, le poil du chien encore hérissé, le petit corps tremblant d'adrénaline. « Tu m'as sauvé, mon ami. Tu m'as sauvé !» murmura Michel, la voix étranglée. Le petit chien qu'il avait sauvé de la mort lui avait rendu la pareille de manière héroïque. Cet acte de courage canin fut le tournant final, le plus impactant de tous. La lumière de la justice, enfin, avait percé l'obscurité. Dans les mois qui suivirent, le hameau brumeux commença à respirer. Valère Dubois et ses complices furent poursuivis et condamnés pour les crimes environnementaux et la tentative d'agression. La ferme de l'eau trouble fut interdite et un long processus de réhabilitation environnementale du ruisseau et du sol contaminé fut initié. La nouvelle se répandit dans la région et la réputation de Valère, déjà sombre, s'effondra complètement. De nombreux habitants locaux, qui craignaient auparavant l'homme d'affaires, vinrent remercier Michel pour son courage. Lui, qui était venu dans la vallée cherchant la solitude et l'anonymat, se retrouva à contre-cœur au début, au centre d'une petite communauté qui redécouvrait sa voix et sa force. Monsieur Jean devint un ami et un mentor, partageant des histoires et des enseignements sur la terre et ses traditions. L'ancienne épicerie de village, qui était un peu oubliée, redevint un lieu de rencontre où les gens échangeaient des nouvelles et planifiaient des initiatives pour protéger l'environnement local, inspiré par le cas de Michel. Le code d'honneur des anciens propriétaires, basé sur le respect mutuel et le soin de la nature, semblait renaître de ses cendres. Michel, quant à lui, subit une transformation profonde. L'épuisement nerveux et la douleur de la perte du père faisaient toujours partie de son histoire, mais ne le définissaient plus. La lutte pour protéger son foyer et ses animaux, la nécessité d'affronter ses peurs et la menace représentée par Valère avaient éveillé en lui une force et un but qu'il ne savait pas posséder. L'architecture, auparavant source d'angoisse, commença à se réintégrer dans sa vie d'une manière différente. Il commença à dessiner de petits projets pour la communauté, un nouveau pont sur le ruisseau maintenant propre, un centre communautaire durable, utilisant son talent pour construire et non pour s'isoler. Tonnerre retrouva complètement sa santé et sa vitalité, ses hennissements matinaux redevenant une joyeuse salutation et non une alarme. Ils chevauchaient ensemble dans les pâturages verdoyants, l'ombre de la ferme de l'eau trouble n'étant plus qu'un lointain souvenir d'un danger surmonté, et Étincelle, le petit héros improbable, devint l'ombre fidèle de Michel, un symbole vivant du courage et de la loyauté qui peuvent surgir des endroits les plus inattendus. Le chien, autrefois un chien bâtard effrayé, marchait maintenant avec confiance, la queue toujours remuante, les yeux brillants fixés sur son humain. La relation entre Michel, Tonnerre et Étincelle était la preuve que les liens les plus forts se forgent souvent dans l'adversité. La foi de Michel, auparavant branlée, trouva un nouveau fondement, non pas une foi aveugle, mais une croyance en la capacité de faire la différence, en la force de la communauté et en la pureté de l'instinct animal. La lumière, qu'il avait tant cherchée, n'était pas dans un endroit lointain, mais en lui, réfléchie dans les yeux de ses animaux et sur les visages reconnaissants de ses voisins. L'espoir, auparavant une graine minuscule et fragile, s'épanouissait maintenant comme une fleur résiliente dans le sol de son âme, irriguée par la justice et l'amour. Le hameau brumeux, qui fut un jour le théâtre de sa solitude et d'une sombre menace, s'était transformé véritablement en un refuge, non pas d'isolement mais de connexion, de guérison
et d'un nouveau départ plein de sens. Michel regardait la vallée, maintenant baignée par la lumière dorée du crépuscule, et savait qu'il avait trouvé sa place, son but. Et tout avait commencé avec le hennissement aigu d'un cheval et le courage silencieux d'un petit chien nommé Étincelle.